Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la vie d'une femme qui a fait des choix uniques dans sa vie. Commencer une carrière très jeune, avoir une famille nombreuse, mais surtout affronter la maladie du cancer. Alors comment elle a pu faire ses choix? Comment elle a pu affronter cette maladie, vivre avec et également être guérie d'une maladie pareille sans cicatrice morale? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui à travers notre interview et Madame Nada Abed. Madame Nada Abed, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes là afin de passer en revue avec vous les différentes étapes de votre vie. Et il est temps de passer en revue, première étape, l'enfance. Mon enfance a été une enfance très calme, très normale. Je viens d'une famille peu nombreuse parce que c'était l'habitude. Je n'ai qu'un frère. Et nous passions souvent les week-ends aux Pyramides, à Sahara City. On avait une petite maison là-bas. Et on passait des moments très agréables. L'été, c'était à Agami. Et on passait 3 mois, en fait, à Agami. Donc, notre enfance était très calme, très normale. Un point marquant de votre vie, c'était la maladie. Je voudrais savoir l'expérience de cette maladie, l'ampleur de cette expérience dans votre vie depuis le diagnostic. J'ai eu une expérience un peu, à mon avis, particulière, parce que pour moi, c'était l'expérience de ma vie. C'était une chose bénéfique pour moi. Et depuis le jour où le docteur a diagnostiqué mon cas, il me semble que j'étais prête quelque part. Pas dans le sens où je m'apitoyais sur mon sort, où j'ai commencé à pleurer sur mon sort. Non, pas du tout. J'étais prête dans le sens que j'étais prête à affronter cette expérience qui était pour moi une chose inattendue. Vraiment inattendue parce que j'étais une personne très sportive avant. Première pensée, quand vous avez su que vous êtes malade, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous aviez des idées, des soucis à propos des enfants ou vous vous êtes concentré sur votre état de santé? Alors, moi j'ai une certaine philosophie dans la vie, c'est que la vie c'est un don, vraiment, c'est un don superbe. Je suis une personne qui aime beaucoup la vie, mais aussi la mort n'est pas entre nos mains. Donc certainement, ma première pensée était pour mes enfants, mon premier souci était pour mes enfants, mais c'est ça qui m'a donné une force énorme de combattre pour la vie. Je pensais toujours, c'est la seule chose qui m'a fait pleurer en fait. C'est pas que j'ai eu la maladie, mais c'est de penser que mes enfants en bas âge comme ça, les petites étaient très jeunes, de penser qu'elles pourront rester seules. C'était ça, la seule chose qui m'a fait souffrir. À part ça, moi, la maladie ne m'a ni effrayée, ni fait reculer, rien du tout. Là, vous venez de parler du soutien de votre entourage, mais je voudrais également savoir votre vision vis-à-vis de cet entourage, étant donné que vous étiez malade au cours de cette période. Est-ce que vous aviez des problèmes à affronter la société? Est-ce que vous avez des problèmes psychologiques concernant la maladie? Comment ça s'est passé? Alors, je vais vous raconter ma vision vis-à-vis de cette maladie et je vais vous raconter la vision des autres vis-à-vis de moi, comment c'était. Alors, je commence par la vision des autres vis-à-vis de moi. Dans notre société, de tomber malade d'une maladie pareille, ça apitoie beaucoup de monde. Et nous sommes un peuple qui est très affectif. Donc, ça déstabilise les gens. Les gens ne savent pas comment traiter avec une personne pareille. Quand j'étais à l'hôpital et que je recevais des visites, j'ai vu des gens pleurer en rentrant chez moi parce que j'étais pleine de pansements et j'avais les drains, vous savez, les drains qui sortent avec des... Donc, je sais que c'est un aspect qui fait peur à n'importe qui, c'est normal. Mais moi j'en riais vraiment, mais je riais à haute voix parce que ces gens qui venaient me voir et elles s'approchaient de moi pour m'embrasser et commençaient à pleurer. Et moi, je commençais à rire.
Je commençais à dire aux gens que je connaissais ou que je connaissais moins bien. J'ai eu des visites des gens que je n'avais pas vus depuis 20 ans. Alors je commençais à rigoler, je leur dis mais pourquoi vous faites ça? Moi je suis contente, je n'ai aucun problème, ni moralement et physiquement, bon ça va passer, tant que j'en suis sortie, donc bon ça va, je suis contente, j'ai déjà fait un grand pas. Et je commençais à rire avec ces gens pour les mettre à l'aise, parce que moi j'étais à l'aise, donc je ne voyais aucune raison pourquoi il fallait avoir pitié pour moi ou bien s'apitoyer sur mon sort. Et je pense que les gens se mettaient à l'aise automatiquement en voyant que l'attitude n'était pas... L'idée de s'apitoyer sur l'autre, c'est de penser que l'autre s'apitoie sur lui-même. Donc là, tout de suite, j'ai cassé. Je n'acceptais pas qu'on vienne chez moi avec cette idée d'avoir pitié ou de s'apitoyer sur moi, parce que moi, ça me faisait rire. C'était pas une chose sensible pour moi. C'était pas une chose qui me dérangeait. C'était une chose qui me faisait rire, en fait. Pourquoi vous avez cette attitude si moi je vois que j'ai fait une belle expérience? Vous voyez? Alors ça c'est d'un côté. De l'autre côté, comment moi j'ai vu cette expérience? Moi je l'ai vécue avec une liberté extraordinaire à mon avis, parce que j'ai été très aimée par mon entourage, parce que j'ai été très soutenue. Je pense que sans ça je n'aurais pas pu le faire. Au cours de ce voyage avec la maladie, est-ce que c'était difficile d'affronter la société, d'affronter les amis, l'entourage? Alors, la première fois où j'ai vu mes cheveux tomber en masse, c'était durant mon sommeil. Je me suis réveillée et sur l'oreiller, j'avais toute ma chevelure, ou le trois quarts de ma chevelure. Pour moi, ça a été un choc parce que je savais, mais je ne l'imaginais pas vécu. Je ne l'avais pas dans ma vision photographique dans ma vision. Donc ça a été un peu ce qui m'a choquée pour quelques instants. Et puis je me suis dit, mais bon, les cheveux tombent, mais ça repousse, non? Et non, ça repousse. Après, il faisait très chaud. C'était au mois d'avril, mai, il commençait à faire chaud. Alors j'ai dit, ah, mais c'est plus facile de se baigner avec sans cheveux, c'est plus agréable d'être sans cheveux, on n'a pas très chaud. J'ai pris la chose comme ça en rigolant. Et après, j'ai appelé mon frère au téléphone, je lui ai dit, s'il te plaît, viens avec ton rasoir électrique. Et d'abord, j'ai interpellé le coiffeur. Je lui ai dit, coupe-moi mes cheveux. J'avais les cheveux plus longs. Je lui ai dit, coupe-les un peu. Il les a coupés un petit peu comme ça. Ensuite, c'est tombé de nouveau. Il restait très peu. Alors j'ai appelé mon frère, je lui ai dit, s'il te plaît, apporte ton rasoir et viens. Et puis, je lui ai dit, rase. Alors il m'a dit, tu es sûre? Je lui ai dit, mais il ne reste presque plus rien, rase. Ça fait plus propre. Parce que mes cheveux tombaient quand je marchais dans la rue, etc. Et c'était pas joli avec des crevasses comme ça. Et on a rasé. Après, j'ai trouvé que c'était très joli parce que c'était nouveau. Et j'ai pensé que ça choquait les gens quand même. Moi, je n'ai eu aucun problème. Et est-ce que vous avez osé affronter vraiment la société et la famille, les amis, avec une crâne rasée? Non, 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 je vais vous dire. Moi, j'aurais pu le faire. Je n'ai aucun problème pour ça. Vous avez pitié pour les autres? J'ai eu peur pour Je n'ai pas voulu choquer les gens. L'idée n'était pas de choquer les gens. Du tout, du tout. J'ai pensé que les gens, peut-être si j'habitais l'Europe, je n'aurais eu aucun problème. Mais ici, non, non, c'était pas possible. Donc, mes amis se sont achalandés, il y a les écharpes que les femmes voilées portent. Il y a un petit turban sous l'écharpe qui est en coton pur, parce que souvent les écharpes sont synthétiques, sont faites avec une matière synthétique et ça donnait très très chaud en été. Et alors, on s'achalandait, mes amis s'achalandaient, tout ça. Elles me cherchaient des foulards de toutes les couleurs. Alors, je mettais une fois de ce côté, une fois de ce côté, une fois de ce côté. Je faisais comme ça. Et puis, je devais faire mon check-up en France. Donc, quand je suis partie, j'ai acheté une perruque que j'ai trouvée très jolie. Alors, les gens ne savaient pas que ce n'était pas mes cheveux. Et bon, mais par exemple, si je recevais des gens à la maison, il faisait tellement chaud. Alors, je demandais, si c'était des gens qui étaient proches, je pouvais enlever ma perruque. Si c'était des gens qui n'étaient pas très proches, j'étais obligée de garder ma perruque pour ne pas choquer. Mais
Une fois, alors le médecin m'a dit, après, quand tu commences un peu à te sentir mieux, tu dois faire de la marche. Alors j'allais marcher au club et bon, j'étais à manches courtes et j'étais avec un voile sur la tête. Et les gens m'abordaient, me disaient, Madame, comment se fait-il que vous êtes une femme voilée, mais vous avez les cheveux courts? Alors je racontais toute mon histoire simplement et ça amusait les gens et je faisais des connaissances. Et c'était comme ça, c'était sympathique. Comment ça se fait que vous avez eu cette position assez positive, ce courage vis-à-vis de cette maladie? Quels sont vos secrets? Aucun secret. Pour moi, c'est-à-dire il n'y a aucun secret. Je pense que cette conviction qu'il y a un Dieu qui nous aime, c'est ce qui m'a vraiment donné la force. Parce que je suis convaincue que l'homme ne peut pas vivre seul. Ça, c'est pour moi ma philosophie. Je suis convaincue que l'homme n'a pas pu être créé si ce n'était par une force d'amour. Donc, c'est peut-être à ce moment que c'est concrétisé ma vision sur Dieu. Parce que sans ma vision de Dieu et sans ce que je comprenais de Dieu, je pense que je n'aurais pas pu le faire. Bien sûr qu'il y a eu tout mon entourage et la famille, et tout le monde m'a aidé. Mes amis, tout le monde. Vous vous êtes traitée en Égypte? Oui, en fait, j'ai fait toutes mes opérations ont été faites ici en Égypte. Et puis ensuite, je suis partie en France pour avoir mon protocole de là-bas, parce que je préférais avoir le protocole de France et venir l'appliquer ici en Égypte. Quand mon médecin traitant, qui est en France, qui est un Français, quand il a vu mon opération, chaque fois qu'il me voit, il me répète la même chose. Madame, qui vous a fait cette haute couture? Qui vous a fait cette excellente opération? C'est toujours la même question qu'il me pose parce qu'il oublie. Et je lui répète toujours la même chose, que c'est mon médecin en Égypte qui a fait cette opération. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que durant ma radiothérapie, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et surtout des femmes, qui ont souffert d'un cancer.